Donc aujourd'hui, nous allons parler de la découverte récente du rayonnement gravitationnel par une détection directe dans une expérience sur Terre d'une onde gravitationnelle qui a été produite par la collision et la fusion de deux trous noirs massifs avec des masses de plus d'une trentaine de fois la masse du Soleil à des grandes distances en astronomie, en fait à plus de 1 milliard d'années-lumière en astronomie. Alors, cette détection directe sur Terre du rayonnement gravitationnel est importante, bien sûr, parce qu'elle nous conforte sur notre connaissance de la théorie de la gravitation concernant le rayonnement gravitationnel. En particulier, ce qui est observé est parfaitement conforme aux prédictions théoriques venant de notre théorie de la gravitation, c'est-à-dire la relativité générale. Mais en fait, nous avions déjà des preuves de l'existence du rayonnement gravitationnel. La chose la plus importante dans cette détection, c'est que cette découverte ouvre la voie à un nouveau type d'astronomie, l'astronomie des ondes gravitationnelles, ou de façon plus courte, l'astronomie gravitationnelle simplement, qui va être très différente et en fait très complémentaire de l'astronomie traditionnelle basée sur le rayonnement électromagnétique, les photons, la lumière. Vous savez on observe en astronomie le ciel à toutes les longueurs d'onde, en ondes électromagnétiques, depuis les ondes radio, en passant par les infrarouges, bien sûr le visible, l'ultraviolet, les rayons X, et vous savez aussi il y a une astronomie des rayons électromagnétiques très énergétique, qui est ce qu'on appelle l'astronomie gamma. Eh bien, l'astronomie gravitationnelle va être très complémentaire de toute cette astronomie de la lumière à toutes les longueurs d'onde. Et ça, c'est dû aux propriétés très différentes du rayonnement gravitationnel par rapport au rayonnement électromagnétique. En particulier, il y a très peu d'interaction entre les ondes gravitationnelles et la matière. Donc, le rayonnement gravitationnel peut passer disons, sans impunité au travers d'énormes quantités de matière, et donc on s'attend à pouvoir observer des sources très lointaines et en particulier, à long terme, étudier disons, des ondes qui ont été produites dans les premiers instants de l'évolution de l'univers proche du Big Bang, donc ce qu'on appelle la cosmologie primordiale. Mais il y a une caractéristique du rayonnement gravitationnel qui la rend très intéressante, et je vais vous faire une analogie entre l'astronome, qui est un explorateur de l'univers, et l'explorateur qui va, disons, explorer une nouvelle contrée, par exemple la jungle, et qui observe la jungle, qui étudie la jungle, et qui, jusqu'à présent, notre explorateur astronome, est capable de voir tous les phénomènes qui se passent, les animaux qui se passent dans la jungle, avec ses yeux, avec la lumière. Donc il voit un petit serpent qui passe, il voit une cascade d'eau, l'eau qui tombe, et puis il voit des feuilles qui bougent dans les arbres. Et puis tout d'un coup, avec l'astronomie gravitationnelle, c'est comme si on pourra écouter les sources dans l'univers. Et donc notre explorateur va tout d'un coup écouter les sources, il entendra le bruissement des feuilles dans l'arbre, et puis peut-être il entendra au loin un lion mugir, il ne le verra pas, mais il l'entendra, il pourra l'étudier. Et c'est un petit peu comme ça, la détection récente du rayonnement gravitationnel, c'est une source au loin qu'on ne voit pas, mais qu'on entend et qu'on peut étudier par les propriétés, disons, qui sont analogues au rayonnement sonore, aux ondes sonores du rayonnement gravitationnel. Alors, je voudrais vous faire d'abord un petit historique sur la relativité et le rayonnement gravitationnel. L'histoire de la gravitation, en fait, remonte au premier temps, disons, de l'invention de la méthode scientifique elle-même par Galilée au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire la méthode scientifique qui est un va-et-vient constant entre les expériences et les observations, c'est-à-dire interroger la nature, et puis d'un autre côté, essayer de rendre compte de ces observations par des modèles théoriques. Et le va-et-vient entre théorie et observation permet de faire des prédictions théoriques qui sont ou non vérifiées par les observations, et réciproquement, prévoir, observer des nouveaux phénomènes que la théorie doit absolument expliquer. Et le fait fondamental
concernant la force gravitationnelle, qui a été mise en évidence essentiellement par Galilée à l'aide de plans inclinés. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre des corps. Vous avez, je pense, tous entendu parler ou vu l'expérience de la plume qui tombe avec la même accélération que la bille de plomb, quand on fait abstraction bien sûr du frottement de l'air, donc dans le vide. Eh bien, il se trouve, et c'est un mystère toujours à notre époque, que tous les corps, indépendamment de leur nature, tombent avec une même accélération dans un champ de gravitation. Et en termes modernes, on dit que deux coefficients de masse qui caractérisent la quantité de matière dans les corps, la masse inertielle, qui est en fait l'énergie dans le corps, si on se rappelle de la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, vaut pour tous les corps, est égal pour tous les corps à leur masse gravitationnelle, qui est l'analogue de la charge électrique, l'analogue gravitationnel de la charge électrique. Et donc on a une égalité entre ces deux coefficients de masse que de nos jours, toujours actuellement, on essaye de tester avec la meilleure précision possible. Et récemment, le CNES, l'Agence spatiale française, a lancé un satellite qui est en train de mesurer cette égalité entre deux corps de composition différente, entre deux métaux différents en fait, à un niveau de précision inégalé jusqu'à présent, de l'ordre de 10-15. Et alors pour l'astronomie gravitationnelle qui commence, cette égalité, cette universalité de la chute libre des corps nous dit en particulier que toutes les charges gravitationnelles sont toujours positives, puisque c'est toujours égal à la masse qui est toujours positive. Ce qui a une conséquence importante, c'est qu'une onde gravitationnelle qui se propage ne peut jamais être écrantée. Vous ne pouvez pas mettre un écran à la propagation d'une onde gravitationnelle. Les champs de gravitation s'accumulent toujours, et donc la force gravitationnelle est une force à longue portée qui n'est jamais écrantée. Et c'est la raison pour laquelle le rayonnement gravitationnel va nous permettre d'observer des sources extrêmement lointaines et peut-être dans l'univers primordial. Et puis, quelques années après, les premiers progrès sur la loi de la gravitation ont été faits par Kepler et ces fameuses 3 lois du mouvement planétaire des planètes autour du Soleil, qui ont été basées sur un ensemble d'observations très précises de l'astronome danois Tycho Brahe. Et vous connaissez tous, je pense, ces lois. Les planètes sont sur des orbites qui sont des ellipses. Les ellipses étaient des courbes mathématiques connues déjà depuis les Grecs. Il y a la loi des aires égales, c'est-à-dire qu'une planète autour du Soleil, eh bien, les rayons vecteurs balayent toujours la même surface en des temps égaux. Et puis, il y a une loi que Kepler appelait la loi des harmonies, qui nous dit qu'une certaine combinaison de la période de la planète autour du Soleil et de la distance de la planète au Soleil reste constante. Et cette constante ne varie pas, est constante d'une planète à l'autre, et est en fait liée à la masse du Soleil. Et puis, le tour de force de Newton dans les Principia de 1687 a été d'expliquer ces 3 lois de Kepler à l'aide d'une théorie de la gravitation, de la force gravitationnelle. C'est la fameuse loi en 1 sur la distance au carré entre les deux corps, et c'est proportionnel aux masses des corps, en l'occurrence les masses gravitationnelles des corps. Et cette loi de la gravitation, eh bien, Newton l'appelait universelle parce qu'elle est censée s'appliquer à tous les corps que l'on connaît. Non seulement les corps dans notre environnement terrestre, c'est-à-dire la pomme qui tombe dans le jardin de Newton, d'après la fameuse légende décrite par Voltaire, et la Lune aussi, car Newton s'aperçoit que la Lune a une accélération vers la Terre et que cette accélération est comparable à celle de la pomme dans son jardin. Et donc, la loi s'applique en principe de façon universelle à tous les corps. Cependant, Newton était peut-être prudent et il disait que cette loi ne s'applique quand même pas à l'univers dans son entier, et il se référait à Dieu pour décrire l'univers dans son entier. Peut-être que de nos jours, nous serions plus ambitieux peut-être que Newton lui-même. Et puis, comme vous le savez, eh bien, cette loi universelle de la gravitation a donné lieu à d'énormes développements au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, et jusqu'à maintenant. On a eu la formulation de cette loi en termes d'une équation de champ, c'est dû à Poisson, l'équation de Poisson. Il y a eu les formalismes lagrangiens et hamiltoniens dont on sait maintenant qu'ils sont à la base de toute la physique actuelle. Et puis des développements spectaculaires en mécanique céleste, théorie des perturbations, mouvements très précis, reproduits très très précisément par les lois des planètes autour du Soleil. Et puis il y a des problèmes qui ont occupé aussi une bonne partie du XXe siècle, comme par exemple
l'étude des systèmes chaotiques et la stabilité du système solaire à long terme. Et puis, il y a eu la mécanique newtonienne a triomphé lorsque Le Verrier a prédit par le calcul la position d'une nouvelle planète Neptune, par le calcul à partir des perturbations que cette planète exerce sur la planète Uranus, compte tenu la présence des autres planètes. Il restait un petit écart par rapport aux prédictions de la théorie newtonienne, ce qui a permis à Le Verrier d'indiquer aux astronomes la position d'une planète nouvelle que les astronomes ont observée pas très loin de la position prédite par Le Verrier, encore purement par le calcul, avec sa feuille de papier, son crayon et éventuellement une gomme. Et puis, après ce triomphe, eh bien, en fait, Le Verrier est aussi à l'origine de nuages sombres qui se sont accumulés soudainement dans le ciel clair newtonien. Quand il a étudié le mouvement de la planète Mercure autour du Soleil, et il a, en utilisant bien sûr la théorie newtonienne, et en utilisant la théorie des perturbations de ces mouvements de Mercure dus aux autres planètes dans le système solaire, comme par exemple Vénus, Jupiter, etc., eh bien, il a montré que la planète doit précesser, c'est-à-dire que le demi-grand axe de la planète tourne légèrement au cours du temps, et ça c'est normal parce que c'est l'effet des autres planètes, mais il a montré aussi qu'il y a un petit écart par rapport à la valeur théorique prédite par la théorie de Newton, qui est inexpliquée, de pas grand-chose, 40 secondes d'arc par siècle, mais les astronomes étaient déjà capables, à l'époque, d'observer ce petit écart, de le mesurer, et pendant 60 ans, c'est resté un mystère, on ne savait pas ce que c'était, qui a finalement été expliqué par la relativité générale en 1915. Et puis, entre-temps, eh bien, on a eu la révolution de la relativité restreinte de 1905, lorsque Einstein, Lorentz et Poincaré ont proposé de remplacer la mécanique traditionnelle, notamment la mécanique de Newton, par une nouvelle mécanique qui serait basée non plus sur des lois de transformation de Galilée. En fait, la relativité date non pas, comme on le croit généralement, de Einstein, mais bien de Galilée, par une nouvelle mécanique qui serait invariante sous les lois de transformation nouvelles de Lorentz et Poincaré. Et bien sûr, cette proposition, cette nouvelle mécanique, eh bien, était basée uniquement, entièrement sur des faits expérimentaux. L'expérience de Fizeau dans les années 1850 avait déjà montré que la loi d'addition des vitesses de Galilée, c'est-à-dire vitesse absolue est égale à vitesse d'entraînement plus vitesse relative, eh bien, en fait, ne marche pas dans le cas de la lumière. Et puis, il y a eu l'expérience de Michelson et Morley, qui a montré que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions, ce qui est paradoxal en relativité galiléenne, parce que la Terre a une certaine direction et on devrait voir une modulation de la vitesse de propagation des photons par rapport à la vitesse de la propagation de la Terre, par rapport à un milieu qu'on appelait à l'époque l'éther et qui était celui dans lequel les ondes électromagnétiques se propageaient. Mais maintenant, avec la nouvelle relativité, qui était basée sur l'invariance des équations de l'électromagnétisme, eh bien, ça résolvait ces problèmes. Mais le problème était maintenant du côté gravitationnel. On ne pouvait pas, les lois de Newton n'étaient pas invariantes par le nouveau groupe. Ce qui a mené à Einstein proposer une nouvelle théorie de la gravitation, proposée donc en novembre 1915, et qui allait incorporer les lois de la relativité restreinte de 1905, et surtout le fait de base de la force gravitationnelle, c'est-à-dire cette universalité de la chute libre. Cette universalité de la chute libre nous dit qu'en fait, la force gravitationnelle n'est pas une force comme les autres, mais en fait, elle doit être considérée comme une manifestation de la géométrie de l'espace, et en fait de l'espace-temps. En relativité restreinte, l'espace-temps, il n'y a pas de force gravitationnelle, l'espace-temps est plat. On appelle ça l'espace-temps de Minkowski, trouvé par Minkowski dans les années 1911-1912. Eh bien, en relativité générale, cet espace-temps va se déformer. On va le décrire par la géométrie riemannienne. C'est Marcel Grossmann qui avait suggéré à Einstein que tous les outils nécessaires à décrire cette force ou cette géométrie non plate, courbée, étaient disponibles.
et on va écrire notre nouvelle théorie de façon très simple, en disant que le Lagrangien de la théorie, eh bien, est simplement géométrique. Il est donné par un objet appelé grand R ici en l'honneur de Riemann, ça décrira la partie gravitationnelle et puis la partie des autres champs, tous les champs de matière, tous les champs non gravitationnels, la force électromagnétique, et puis aussi les forces nouvelles qu'on connaît maintenant en physique microscopique, en physique des particules, forces d'interaction fortes et faibles qui jouent dans les noyaux nucléaires des atomes. Eh bien, tout ça, ça sera le secteur de la matière, qui est couplé à la gravitation via ses propriétés géométriques. Donc, dans la nouvelle théorie, eh bien, il n'y a pas de force gravitationnelle, mais c'est la présence des masses comme la Terre qui courbe l'espace-temps autour. Et puis, par exemple, un satellite en orbite autour de la Terre décrit une trajectoire courbe dans cet espace-temps courbe. Et la théorie nous permet de calculer en grand détail cette trajectoire et la façon dont l'espace-temps est engendré par une masse donnée. Et ça vient donc... Ces propriétés de l'espace-temps viennent donc des grands mathématiciens du XIXe siècle, Gauss, et puis Riemann, qui était l'étudiant de Gauss et qui a introduit le concept de base pour notre théorie de la gravitation, qui est ce qu'on appelle le tenseur de Riemann, le tenseur de courbure de l'espace-temps, qui est utilisé en relativité générale. Et puis, quelques mois après la publication de la relativité générale, eh bien, Einstein écrit le premier article sur les rayonnements gravitationnels. Il suppose qu'on va avoir un champ de gravitation qui sera faible, c'est-à-dire que l'espace-temps sera juste légèrement courbé par rapport à l'espace-temps plat de Minkowski. Il écrit une certaine perturbation de l'espace-temps plat, et il montre que cette perturbation eh bien, obéit à une équation d'onde. C'est l'équation de D'Alembert, on l'appelle quelquefois le D'Alembertien en physique, et qui montre donc que cette perturbation par rapport à l'espace-temps plat se propage sous forme d'ondes, et ces ondes se déplacent à la vitesse de la lumière. Dans cet article, il fait quelques erreurs de calcul et erreurs conceptuelles. Eddington lui fait remarquer, et Einstein publie alors à ce moment-là, en 1918, un autre article où il corrige ses erreurs, et qui sont en fait des erreurs purement techniques qui sont sans grande importance en fait. Et il obtient aussi ce qu'on appelle de nos jours la formule du quadrupôle d'Einstein. C'est-à-dire que c'est la formule qui donne l'énergie qui est émise par un système de matière quand il émet du rayonnement gravitationnel. Donc on imagine un système de matière qui a une certaine forme déformée, qui est décrite par un objet qu'on appelle le quadrupôle, en première approximation. Et puis les déformations bougent dans le temps, ça vibre, du coup il y a émission d'ondes, eh bien il y a de l'énergie qui est emportée par ces ondes, et la formule nous dit quelle est l'énergie apportée par ces ondes. Einstein fait encore une petite faute de calcul là, mais qui n'est pas grave. D'ailleurs, quand cette formule est enseignée en master, eh bien, les professeurs généralement se gardent bien de calculer le coefficient au tableau, et ils préfèrent le laisser faire en devoir à la maison aux étudiants, parce qu'en fait, le calcul n'est pas tout à fait évident. Et puis, la formulation moderne de la formule du quadrupôle, en fait, on a trois formules du quadrupôle. L'une pour le champ de gravitation lui-même, c'est-à-dire l'amplitude gravitationnelle, le petit h, qui va nous dire quelle est la modification par rapport à la métrique plate de Minkowski, l'espace-temps plat de Minkowski. C'est donc un nombre sans dimension, petit h, qui va être extrêmement petit pour l'onde gravitationnelle, de l'ordre de 10-21, ou peut-être encore plus petit. Et puis, cette amplitude gravitationnelle décroît comme l'inverse de la distance à la source, devient de plus en plus petit loin de la source, et puis on voit l'objet quadrupolaire qui est décrit sous cette forme moderne, que je ne vais pas expliciter plus en détail ici. Et on a la formule d'Einstein proprement dite, qui est pour le flux d'énergie, et puis en fait, on a des formules identiques pour le flux de moments cinétiques, de quantité de mouvement, etc. Et puis on a aussi une formule dite de réaction de rayonnement, c'est-à-dire une petite force qui se rajoute dans notre système quand il vibre, et qui dit au système, ben voilà, il y a de l'onde gravitationnelle qui est émise, qui emporte de l'énergie, donc ça modifie la dynamique de mon système, et ça se traduit par cette petite force. Et
la formule du quadrupôle d'Einstein et le rayonnement gravitationnel ont reçu une confirmation éclatante dans les années 70 grâce à l'observation du pulsar binaire qui a été découvert par Hulse et Taylor. Donc c'est un pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons, qui est une étoile fortement condensée sur elle-même, avec une masse de l'ordre de la masse du Soleil et dans un rayon de l'ordre de 10 à 15 km. Et cette étoile, en plus, est fortement magnétisée. Il y a un dipôle magnétique autour de l'étoile, qui est représenté ici. Et puis l'étoile tourne très rapidement sur elle-même. Et l'axe du dipôle magnétique est différent de l'axe de rotation, ce qui fait que l'étoile, en fait, envoie des ondes radio le long de son axe de dipôle magnétique vers la Terre à chaque rotation. Et on observe donc des pulses radio à chacune des rotations. Et la découverte, c'est que Hulse et Taylor s'aperçoivent que les temps d'arrivée successifs des pulses ne sont pas réguliers. Et ils invoquent immédiatement l'effet Doppler pour dire que en fait, notre pulsar est en orbite autour d'une autre étoile qu'on ne voit pas, mais qui est en fait une autre étoile à neutrons. Et cette orbite est une orbite relativement relativiste. Les vitesses sont à peu près 10,3 de la vitesse de la lumière. Il y a à peu près 700 000 km entre les deux étoiles. Et la période, le pulsar fait un tour sur son orbite en à peu près 8 heures. Donc c'est un système extrêmement intéressant. Et la chose la plus intéressante, c'est que après plusieurs années d'observation, donc en observant des milliers de rotations successives à chaque période de 8 heures pendant des années, eh bien, Taylor et collaborateurs ont montré que la période orbitale de retour du pulsar sur son périastre, disons, la période orbitale, eh bien, décroît très légèrement au cours du temps, et ça, c'est une prédiction des ondes gravitationnelles et de la formule du quadrupôle. Si vous utilisez la formule du quadrupôle, eh bien, vous trouvez une formule relativement compliquée avec un facteur là qui dépend de l'excentricité de l'orbite, et puis il y a les masses et la période qui rentrent aussi en jeu, et vous pouvez calculer ça, et ça vous donne une prédiction qui se trouve être parfaitement reproduite par les observations. D'où une confirmation magnifique de l'existence des rayonnements gravitationnels bien avant les détections récentes. Donc, qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle? Prenons le cas du pulsar binaire. Eh bien, la chose la plus importante, probablement, c'est que le rayonnement gravitationnel, il est produit par le mouvement orbital du pulsar binaire. C'est-à-dire, le rayonnement gravitationnel est produit par le mouvement cohérent de grandes quantités de matière. Il faut des masses très importantes, au moins la masse du Soleil, en plus à des vitesses relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière. Et la chose importante, c'est que c'est ce mouvement cohérent d'énormes quantités de matière qui produit le rayonnement. Et ça, c'est très distinct du rayonnement électromagnétique, qui est en général la superposition du rayonnement des photons qui sont émis individuellement par chacun des atomes qui constituent la source. Et la conséquence, c'est que la longueur d'onde de l'onde gravitationnelle qui est émise est en fait très supérieure à la taille du système. Dans le cas du pulsar binaire, on a à peu près 700 000 km. En fait, pour la longueur d'onde de l'onde gravitationnelle, en fait, on a une très très grande distance, et en fait 50 unités astronomiques pour le pulsar binaire, ce qui englobe pratiquement tout le système solaire, bien au-delà des orbites de Neptune et Pluton. Et c'est pour cela que le rayonnement gravitationnel a cette analogie avec les ondes sonores. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il a l'interprétation assez extraordinaire d'être en fait une déformation de l'espace-temps lui-même, du tissu de l'espace-temps qui se propage des masses qui courbent l'espace-temps. Et puis, comme ces masses sont en mouvement l'une autour de l'autre, eh bien, cette courbure varie au cours du temps et se déplace sous forme de ces ondes à la vitesse c. Et l'amplitude de ces déformations est en général extrêmement faible, c'est le petit h de tout à l'heure. Donc, on a, dans le cas d'un système binaire, je vais représenter ici le petit h, c'est-à-dire la déformation par rapport à l'espace-temps plat de la relativité restreinte de Minkowski. Si on a un système binaire de deux, par exemple, trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, eh bien, pendant longtemps, le rayonnement gravitationnel sera essentiellement sinusoïdal, si vous voulez, correspondant au mouvement orbital de nos deux trous noirs l'un autour de l'autre. Mais
le rayonnement emporte de l'énergie au système, et par application de la loi de Kepler, tout simplement, eh bien, la période orbitale des deux étoiles doit décroître, c'est l'effet qui a été observé pour le pulsar binaire, et la fréquence doit augmenter, donc la fréquence du signal augmente, et le rayonnement devient plus puissant, et l'amplitude du signal augmente jusqu'à finalement la coalescence, la fusion des deux objets. Alors, on appelle ça, en anglais, le chirp gravitationnel, qu'on peut traduire en français par le gazouillement gravitationnel, et par analogie avec l'onde sonore, eh bien, c'est parce que le signal gravitationnel, s'il est traduit comme une onde sonore, eh bien, ressemble un petit peu au gazouillement d'un oiseau. Alors, je vais vous faire entendre le son de l'onde gravitationnelle qui serait produite par ce système. Donc, dans la phase initiale où les deux corps oscillent gentiment l'un autour de l'autre, jusqu'à la fin où il y a la coalescence des deux étoiles. Si j'y arrive. Voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu de façon illustrée le gazouillement, notre gazouillement gravitationnel. Alors, cette onde gravitationnelle, c'est un petit h qui n'a pas de dimension, et il va être relié au déplacement, aux vibrations d'un détecteur qui va chercher à détecter cette onde. Le déplacement relatif de longueur d'un détecteur va être affecté par le passage de l'onde gravitationnelle, et on peut illustrer l'action de l'onde gravitationnelle sur un système de matière par l'expérience de pensée suivante, où on imagine qu'on a un anneau de particules qui circulaire initialement, en l'absence de champ de gravitation, et puis qui, au passage de l'onde gravitationnelle, eh bien, va être déformé par l'onde gravitationnelle. Eh bien, on peut montrer que l'effet de l'onde gravitationnelle va être de déformer cet anneau initialement circulaire en une ellipse, et cette ellipse va pulser à la fréquence de l'onde gravitationnelle. Et on peut distinguer, on peut montrer qu'en relativité générale, on a deux modes de pulsation, deux modes de polarisation, et donc que toute onde gravitationnelle est en fait une certaine combinaison linéaire de ces deux modes de polarisation. Et puis d'autres combinaisons linéaires peuvent être aussi intéressantes, qu'on appelle des polarisations circulaires, mais il faut retenir qu'on a ces deux modes de polarisation qui sont purement transverses, c'est des déformations purement transverses, perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde gravitationnelle. Et donc ça, c'est caractéristique de la relativité générale, et on pourra revenir à la fin de l'exposé peut-être sur ce qui se passe dans d'autres théories que la relativité générale, sous cet aspect. Alors, maintenant qu'on sait que notre onde gravitationnelle va déformer notre système de matière, on va essayer de le détecter, et bien sûr, la première idée, c'est d'utiliser des gros détecteurs, des grosses barres métalliques, et d'essayer de voir si des vibrations de cette barre ne sont pas justement la signature du passage d'une onde gravitationnelle. Mais comme les vibrations sont extrêmement faibles, l'idée de Weber, qui est un des pionniers de ce domaine dans les années 60, eh bien, est de faire fonctionner ce détecteur proche d'une fréquence caractéristique fondamentale du détecteur. Et comme vous le savez, si on fait vibrer une barre, disons, proche de sa fréquence fondamentale, eh bien, on va avoir une amplification de l'amplitude de vibration. Et donc, on espère qu'on va pouvoir détecter l'onde gravitationnelle par amplification des modes fondamentaux de la barre proche de la fréquence de l'onde gravitationnelle. Mais malheureusement, ce type d'expérience n'a pas donné des résultats concluants. Finalement, les barres ont été en fonctionnement jusque dans le début des années 2000 et ont été arrêtées, parce que cette technique a été surpassée par une autre technique qui est basée sur l'interférométrie laser. On a, dans ce cas-là, un interféromètre de type Michelson, dans lequel eh bien, vous avez un laser qui envoie des rayons laser sur une lame séparatrice qui va séparer le faisceau en deux bras, le long de deux bras, qui vont rentrer dans des cavités
entre deux miroirs. Là, on a un miroir semi-réfléchissant et là, un miroir entièrement réfléchissant en bout de bras. Et puis, il y aura un certain nombre d'allers-retours de la lumière laser dans ces bras, ou de façon équivalente, et en fait, c'est la technique qui est adoptée dans les expériences actuelles, on utilise une cavité résonante de type Fabry-Perot, qui sont deux physiciens du XIXe siècle, et qui permet d'emmagasiner la puissance lumineuse dans ces bras et d'augmenter la précision. Et puis, en retour, en sortie de l'expérience, on recombine les deux faisceaux qui ont fait leurs allers-retours dans les deux bras, et puis on mesure les systèmes de franges d'interférence. Et s'il y a une onde gravitationnelle, eh bien, on va avoir nos pulsations, vous voyez, de l'ellipse comme ça. Eh bien, si on imagine que les deux bras sont effectivement là, on va avoir un écart relatif de distance, de longueur des bras, qui va être le signal de l'onde gravitationnelle. C'est la technique qui est actuellement en service. Dans plusieurs expériences dans le monde, il y a les détecteurs américains LIGO, et puis on a des détecteurs en Europe, Virgo, qui ne sont pas encore tout à fait en fonctionnement optimal. Et ces détecteurs observent les ondes gravitationnelles dans une certaine bande de fréquence, et ça fixe la longueur des bras, qui se trouve être très grande. Ce sont des interféromètres géants avec des bras de plusieurs kilomètres de long. Et les ondes gravitationnelles observées sont dans une bande de fréquence entre 10 Hz et à peu près 1000 Hz. C'est limité par le bruit sismique terrestre. Et puis, on a plusieurs sources de bruit dans ces expériences, et la courbe qui est là nous montre la sensibilité de ces détecteurs. On observe tout ce qui est au-dessus, et tout ce qui est en dessous est interdit à cause des bruits dans le détecteur. Et en plus du bruit sismique terrestre qui limite ces détecteurs à basse fréquence, on a d'autres types de bruit, et finalement, il y a ce profil de sensibilité des détecteurs qui est actuellement utilisé. Je voudrais mentionner que ces détections d'ondes gravitationnelles représentent un défi technologique et expérimental, parce que l'amplitude de l'onde gravitationnelle est très très petite, ce qui fait que la variation de longueur des bras est extrêmement petite, et en fait, elle est de l'ordre de 10-18 mètres, c'est-à-dire 10-3 Fermi, et 10-3 Fermi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est un millième de diamètre d'une particule élémentaire, d'un proton par exemple, et on arrive néanmoins à détecter l'effet. Ça paraît incroyable. Une façon d'expliquer comment c'est en fait possible, c'est une façon que j'aime bien, mais peut-être que d'autres physiciens expérimentaux auraient d'autres façons aussi d'expliquer, mais moi j'aime bien penser qu'on a un miroir, vous voyez, qui reçoit des impulsions laser, et puis ce miroir est fait de plein d'atomes, ce qui fait qu'en fait, on interroge la position du miroir grâce au laser, et en fait, on a n détections de la mesure de la position du miroir, avec les n atomes qui sont sur une couche atomique du miroir. Comme n est très grand, en fait, on gagne statistiquement un facteur racine de n, et donc ça nous donne un déplacement à mesurer effectif, qui est en fait beaucoup plus raisonnable, de l'ordre des distances interatomiques. Donc on se rend compte, par cet argument, qu'effectivement, c'est possible, par une expérience d'interférométrie, de mesurer des déplacements aussi petits. Et pour s'affranchir du bruit sismique terrestre, eh bien, on a des projets pour aller dans l'espace, c'est le projet ELISA porté par l'Agence spatiale européenne, qui va donc aller voir des ondes gravitationnelles à des fréquences beaucoup plus basses. Et beaucoup plus basses, ça veut dire des masses aussi beaucoup plus importantes, des trous noirs supermassifs avec des masses de puissance 10 puissance 5 ou 10 puissance 6 masses solaires. Alors, j'ai représenté ici, dans ce graphe, les sensibilités des détecteurs au sol. Donc, vous reconnaissez la courbe de sensibilité des détecteurs au sol, comme LIGO, Virgo. Et puis, dans l'espace, qui seront donc à des fréquences plus basses. Donc là, ici, vous avez les fréquences. Ça, c'est haute fréquence limitée au sol. Et puis, à basse fréquence, dans l'espace, les futurs projets dans l'espace. Et puis, on a d'autres techniques à très basse fréquence dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, pour les détecteurs au sol, eh bien, on s'attend à avoir des étoiles à neutrons binaires qui vont spiraler et coalescer. On va avoir des supernovae, en principe, qui pourraient être détectées, mais le signal est assez faible.
Néanmoins, les détecteurs sont assez sensibles pour détecter si elle survient, si on a la chance qu'elle survienne, une supernova dans notre galaxie. Vous savez que dans une galaxie comme la nôtre, il y a une explosion de supernova à peu près tous les 50 ans. Donc si nous sommes chanceux, eh bien, on pourra la détecter par le réseau actuel de détecteurs. Et puis, dans l'espace, eh bien, on va avoir des sources beaucoup plus massives, des trous noirs supermassifs de masse 10 puissance 5, 10 puissance 6 masse solaire. Et puis aussi, on verra le rayonnement dû au spiralement de systèmes galactiques dans notre galaxie, qui sont par ailleurs vus grâce aux rayons X et un disque d'accrétion qui est engendré par des transferts de masse entre une étoile et une naine blanche, par exemple. Eh bien, on en verra même tellement qu'il y aura un bruit qui sera lié aux ondes gravitationnelles qui sont issues de notre galaxie pour les détecteurs dans l'espace. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce graphe. Donc, le premier objectif, et qui était en fait l'objectif jusqu'aux détections récentes, c'était d'observer la collision et la fusion d'étoiles à neutrons. Donc on a deux étoiles à neutrons qui sont donc des masses de l'ordre de la masse du Soleil, qu'on détecte, et on s'attend à pouvoir faire beaucoup de physique avec ces détections. En fait, une étoile à neutrons, c'est quelque chose qui ressemble à un gros noyau nucléaire, qui est fait essentiellement de neutrons, mais aussi un peu de protons et d'électrons. Et en étudiant les ondes gravitationnelles produites lors de la collision, eh bien, on peut mesurer la distance, la taille des étoiles à neutrons en fonction de leur masse, et avoir des informations très intéressantes, probablement, sur l'état de la matière nucléaire, comme c'est un gros noyau nucléaire, au centre de l'étoile à neutrons, qui est en fait mal connu actuellement. Donc, on va chercher à reconstituer l'équation d'état de la matière nucléaire au centre de l'étoile à neutrons, et l'étudier éventuellement lors de la collision. On s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est-à-dire la formation d'une étoile à neutrons qui va être viable pendant une fraction de seconde seulement, mais qui sera hypermassive et qui va après finir par se contracter pour former un trou noir. Et l'étude de cette étoile à neutrons formée par la collision hypermassive est extrêmement intéressante pour encore donner des informations sur la physique nucléaire qui se passe à l'intérieur des étoiles à neutrons. On connaissait, et c'était la motivation principale du réseau de détecteurs d'ondes gravitationnelles, on savait le nombre et on sait toujours, le nombre de fusions d'étoiles à neutrons qu'on attend pour ces détecteurs. Simplement parce qu'on connaît les pulsars binaires dans notre galaxie. Le pulsar de Hulse-Taylor, eh bien, on sait qu'il va fusionner dans 400 millions d'années. Et donc, vous pouvez extrapoler et savoir que, comme les détecteurs seront sensibles jusqu'à des distances de 200 mégaparsecs, par exemple, très loin, eh bien, on aura plein de galaxies, donc plein de pulsars binaires dans ces galaxies qui vont finalement fusionner. Et statistiquement, on attend quelques événements par an pour les détecteurs qui sont actuellement en service. Donc en fait, en 2018, quand ils auront leur sensibilité optimale, on attend entre 2 et 100 ou 200 événements par an pour ces détecteurs, ce qui revient à aller à des distances de à peu près 200 mégaparsecs. Donc on attend toujours cette détection des étoiles à neutrons binaires, de la fusion des étoiles à neutrons binaires. Et puis les fusions de trous noirs. Ici, vous avez une illustration numérique de la fusion de deux trous noirs et des ondes gravitationnelles qui sont émises lors de cette fusion des deux trous noirs, collision et fusion. Et les détecteurs au sol sont capables d'observer des trous noirs qu'on appelle stellaires, c'est-à-dire avec des masses jusqu'à peut-être 50 fois la masse du Soleil, qui ont été produits par des explosions de supernovae. Et puis, dans l'espace, on observera des trous noirs supermassifs, des collisions de trous noirs supermassifs, lors de collisions de galaxies à grande distance. Et l'intérêt de la fusion des deux trous noirs, on va revenir là-dessus, mais c'est un test extrêmement crucial de la relativité générale et des théorèmes en relativité sur la structure et la forme des trous noirs qui doivent avoir une certaine caractéristiques qui sont absolument indispensables si on veut que la théorie soit correcte. Alors, pour les détecteurs dans l'espace, on observe des trous noirs supermassifs binaires qui se forment lors de collisions de galaxies. Et
la chose très importante pour les futurs détecteurs, eh bien, c'est que ces trous noirs binaires seront observables à très très grande distance en astronomie. Vous savez qu'en astronomie, les distances se mesurent à l'aide du redshift, du décalage gravitationnel, qui est lié à l'expansion de l'univers. Les raies spectrales émises par des sources très lointaines à cause de l'expansion, de la vitesse d'expansion, sont redshiftées. On peut l'imaginer que c'était par un effet Doppler en première approximation, mais c'est lié aussi à l'effet du champ gravitationnel de l'univers dans son ensemble. On mesure donc les distances avec le redshift. Eh bien, il se trouve que les détecteurs vont être sensibles à des redshifts très élevés, de l'ordre de 10 à 15 ou même peut-être plus, pour ces futures observations dans l'espace. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les ondes gravitationnelles vont nous permettre de tester extrêmement loin en astronomie et même en cosmologie, et peut-être en cosmologie primordiale. Alors ça, c'était la situation jusqu'à l'année dernière. Et comme vous le savez sûrement, le 14 septembre 2015, eh bien, il y avait 2 détecteurs LIGO qui étaient en fonctionnement aux États-Unis et qui ont observé le signal d'une onde gravitationnelle. Alors, ça a été d'abord observé dans ce qu'on appelle un diagramme, donc c'est en temps réel. Hein. On observe les signaux quand le temps s'écoule là, et puis on observe en fait une façon très pratique de mesurer le signal, c'est d'observer une fréquence caractéristique d'un signal. Eh bien, il a été observé simultanément dans les 2 détecteurs une forme caractéristique de montée en fréquence qui est l'indice, la signature d'une onde gravitationnelle. Cette montée en fréquence est en fait liée encore à notre bonne vieille loi de Kepler. Quand vous avez, quand un signal, quand il y a une perte d'énergie liée à l'onde gravitationnelle, évidemment, eh bien, la période va décroître, la fréquence augmente. Et donc ça, c'est un signal caractéristique de l'onde gravitationnelle qui est vue dans les 2 détecteurs. Et puis l'amplitude gravitationnelle qui a été observée, le petit h sans dimension, en fait, il vaut à peu près 10-21, et voilà le signal qui a été observé, où on voit la fusion, on voit apparaître la phase de fusion des 2 trous noirs. Comment interprète-t-on exactement ce signal? Eh bien, pour l'interprétation, évidemment, il faut comparer le signal observé à des prédictions théoriques, à un modèle théorique, sinon il n'y a pas de détection. Et voilà, dans les 2 détecteurs, les signaux observés en gris, voyez, qui ont été ajustés par des modèles théoriques. D'une part, il y a des modèles qu'aiment bien les mathématiciens, c'est un ajustement à l'aide de ce qu'on appelle des ondelettes, qui sont des généralisations des développements en série de Fourier. Mais ce sont des modèles mathématiques qui ne nous disent pas ce que c'est comme physique dans le signal. Et on a un ajustement avec des modèles issus de la relativité générale pour la collision de 2 trous noirs qui sont donc en couleur cyan ici et qui, vous voyez, reproduisent très très bien les observations dans les 2 détecteurs. Alors, les 2 observations dans les 2 détecteurs sont compatibles avec elles-mêmes, c'est-à-dire c'est exactement le même signal qui est produit dans les 2 détecteurs, et ces 2 détecteurs sont séparés de 3000 km. Ce qui fait qu'il y a un petit décalage en temps d'à peu près 7 millisecondes entre les 2 observations. Mais si vous décalez en temps les 2 observations, eh bien c'est parfaitement compatible. Et ce petit décalage nous permet de reconstituer, d'avoir une information sur la direction de la source. Dans quelle direction la collision de ces 2 trous noirs a eu lieu. Et on reconstitue un domaine dans le ciel dans lequel il est probable que la collision a eu lieu. Ce n'est pas très précis pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de détecteurs. Quand le détecteur Virgo européen fonctionnera, eh bien, on pourra localiser la direction beaucoup plus précisément. Et donc c'est tout l'objet du réseau de détecteurs actuel qui se construit, d'avoir une localisation très précise de nos sources du rayonnement gravitationnel, ce qui est évidemment crucial pour la future astronomie gravitationnelle, parce qu'on va vouloir comparer aussi avec d'autres formes de rayonnement. Et puis, à l'aide du signal gravitationnel, c'est aussi un grand avantage de l'astronomie gravitationnelle, c'est que vous pouvez mesurer la distance de la source. La distance est mesurée directement avec le signal, le petit h gravitationnel, et on trouve une distance de 400 mégaparsecs, c'est-à-dire à peu près 1,3 milliard d'années-lumière. Alors cette distance paraît assez grande,
mais en fait, elle est assez proche d'un point de vue de cosmologie. Si je reprends mon décalage gravitationnel, le redshift gravitationnel de tout à l'heure, qui nous donne les distances en cosmologie, eh bien, le redshift associé à cette distance de 400 mégaparsecs est relativement faible. C'est en fait environ 0,1, un redshift z égale 0,1. Donc c'est l'univers proche vu d'un point de vue de cosmologie. Néanmoins, 400 mégaparsecs, c'est à peu près l'échelle de grandeur des grandes structures dans l'univers. À grande échelle, eh bien, l'univers est formé de filaments géants, d'une toile d'araignée géante, avec des filaments qui sont formés de milliers de galaxies qui sont connectés entre eux par des superamas de galaxies, qui sont formés de centaines de milliers de galaxies, avec du gaz intergalactique chaud qui est détecté en rayon X. Eh bien, cette distance est à peu près à l'échelle de ce qu'on appelle les grandes structures. Mais ça reste, encore une fois, assez proche par rapport à la cosmologie. Et puis, on peut mesurer les masses. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment. En comparant donc avec notre modèle théorique, on a les deux masses des deux trous noirs initiaux qui ont fusionné, qui sont 29 et 35 masses fois la masse du Soleil. Et puis, on a aussi la masse du trou noir qui a été formé par la collision, 62 masses solaires. Et puis, on mesure aussi sa rotation. Le trou noir qui est formé, il tourne. Et ça, c'est lié à la dynamique de la collision, bien sûr. On a un système binaire avec un moment cinétique orbital qui se transforme dans le processus de collision en mouvement cinétique ou spin de rotation du trou noir final. Alors, dans la collision, eh bien, on est parti dans cet événement de deux trous noirs qui ont des masses de à peu près 30 masses solaires. Et ces deux trous noirs, quand on les a observés, ils étaient à peu près à une distance de 1000 km. Et puis, ils ont, pendant le temps de l'observation, en à peu près une fraction de seconde, eh bien, ils ont parcouru une dizaine de rotations orbitales. Excusez-moi, la vidéo n'est peut-être pas très très bonne. À des vitesses très importantes, très relativistes, de l'ordre de 0,5 à 0,6 fois la vitesse de la lumière, jusqu'à finalement fusionner lorsque la distance entre les deux trous noirs était de l'ordre d'une centaine de kilomètres pour former un trou noir final qui est en principe, d'après la relativité générale, un trou noir dit de Kerr qui est décrit entièrement par sa masse totale. Je vous ai dit que c'était une masse de 62 masses solaires et son spin. Et il n'y a pas d'autres paramètres pour décrire le trou noir en relativité générale, et c'est quelque chose qu'on veut tester de façon précisément. Est-ce que les théorèmes sur les trous noirs en relativité générale sont corrects? Donc on va tester que le trou noir final, on a pu le faire de façon incomplète pour l'instant, mais ça sera un des objets des détections futures de tester ça avec grande précision. Et puis au moment de la coalescence, eh bien, il y a notre onde gravitationnelle qui est émise et la longueur d'onde de l'onde gravitationnelle est de 2000 km au moment de la coalescence. Alors, pour interpréter ça, eh bien, on peut reprendre notre bonne vieille formule du quadrupôle d'Einstein, 1918. Et cette formule marche à peu près. Ce qui est remarquable, parce que là, on est dans une zone de champ gravitationnel intense, on a des vitesses très relativistes, et pourtant, notre formule, qui est juste une approximation newtonienne au champ d'onde, donc, marche relativement bien, et nous permet d'estimer directement les masses. C'est pour ça que les gens des détecteurs ont immédiatement calculé les masses, rien qu'à la vue du signal observé dans les quelques heures qui ont suivi la détection. Alors, d'après la formule du quadrupôle, eh bien, le signal dépend d'une certaine combinaison des masses, qu'on appelle la masse de gazouillement gravitationnel. Et cette masse de gazouillement, qui est une combinaison donc des deux masses, eh bien, rentre dans l'expression de l'évolution de la fréquence orbitale en fonction du temps, c'est-à-dire, ou de façon, ce qui revient au même, ce qui est la même chose à un facteur 2 près, qui est la fréquence du signal gravitationnel lui-même. Donc, mesurer cette variation de la fréquence, c'est-à-dire la fréquence elle-même et puis sa dérivée, vous donne la masse. Et immédiatement, on voit qu'on a affaire à une coalescence de deux trous noirs avec une masse totale qui est de l'ordre de 60 à 70 masses solaires au minimum. Et puis, une fois que vous avez les masses, eh bien, vous pouvez déduire la distance. Vous mesurez aussi l'amplitude gravitationnelle, 10-21, et vous en déduisez la distance, 400 mégaparsecs.
Et donc notre formule du quadrupôle marche relativement bien. Pour avoir les deux masses séparément, il vous faut inclure des corrections relativistes à la formule du quadrupôle. C'est ce qu'on appelle les corrections post-newtoniennes. J'en dirai un petit peu un mot dans 3 minutes. Et on a donc un modèle qui fonctionne bien. Le signal est bien en accord, et parfaitement en accord avec la prédiction de la relativité générale. D'un autre côté, je vous ai dit que les deux trous noirs initiaux avaient des masses de 29 et 35 masses solaires, et puis que le trou noir final, qui est formé par la collision, il fait 62 masses solaires. Et vous voyez donc qu'il y a 3 masses solaires qui manquent à notre bilan de masse, et ces 3 masses solaires eh bien, ont été émises lors du processus par l'onde gravitationnelle. Donc l'énergie emportée par l'onde gravitationnelle lors de cette collision est de l'équivalent en énergie de 3 masses solaires, ce qui est énorme. Alors, juste là, je vous ai mis quelques formules, ce n'est pas la peine de regarder en détail ces formules. C'est dans un cadre un modèle très simplifié où on décrit notre mécanisme de collision par simplement des formules newtoniennes pour l'énergie totale dans la binaire, et puis l'énergie aussi totale qui est émise sous forme d'onde gravitationnelle, en utilisant notre formule du quadrupôle. Eh bien, en disant que l'énergie totale du système plus des ondes gravitationnelles reste constante, eh bien, vous pouvez voir que ces 3 masses solaires qui sont émises sous forme d'ondes gravitationnelles ont été pris de l'énergie de liaison gravitationnelle du système, et donc converties en pure énergie gravitationnelle et emportées par l'onde. Alors ça fait des puissances gravitationnelles, elles sont émises en une fraction de seconde, ces 3 masses, et ça fait des puissances gravitationnelles énormes. C'est en fait la source d'énergie la plus intense qui ait jamais été observée en astronomie, toute astronomie confondue. Ça correspond à l'émission en énergie de plusieurs milliers de supernovae qui émettent en énergie électromagnétique sur des mois, mais qui là est concentrée sur 0,2 secondes. Et c'est 10 puissance 49 watts. Mais en termes relativistes, c'est assez petit par rapport à ce qu'on attend pour l'énergie, la puissance maximum d'une source d'onde gravitationnelle, qui est donnée simplement par les constantes fondamentales C et grand G. C'est à peu près 1/1000 du maximum possible. Donc on peut imaginer que notre astronomie gravitationnelle peut nous révéler encore des surprises et nous révéler des systèmes qui sont encore plus énergétiques que ces systèmes binaires. Alors, maintenant, eh bien, les détecteurs LIGO-Virgo ont détecté 3 événements, en fait. Il y a l'événement de septembre 2015. Il y a eu aussi un autre événement très important en décembre 2015. Et puis, en novembre ou octobre 2015, eh bien, il y a eu aussi un autre événement, mais qui, lui, est moins sûr, moins certain. Les 2 événements principaux sont absolument certains, c'est des détections absolument certaines, avec ce qu'on appelle des sigmas de détection qui sont supérieurs à 5, donc il n'y a aucun doute possible sur ces détections. L'événement d'octobre est un peu plus incertain parce qu'en fait, il est beaucoup plus loin. Donc on a 3 événements qui ont été détectés. Et je voudrais mentionner maintenant quelques problèmes astrophysiques qui sont posés par ces détections. D'une part, on observe des coalescences de binaires avec des trous noirs qui sont très massifs. C'est beaucoup plus massif que ce que l'on pensait. Ce sont des trous noirs stellaires, c'est-à-dire qu'ils ont été produits par des explosions de supernovae. Mais ils sont beaucoup plus massifs que les trous noirs qu'on connaît dans notre galaxie, qui ont des masses au maximum de l'ordre de 15 masses solaires, de 10 à 15 solaires. Ça, ce sont les trous noirs qui sont observés par leurs rayons X de disques d'accrétion autour d'eux, qui sont connus dans notre galaxie. Eh bien là, vous voyez, l'événement de septembre, c'était 2 trous noirs, 35 et 29 masses solaires, qui conduisent à un trou noir de 62 masses solaires. Donc les masses en jeu sont très importantes. Alors maintenant, eh bien, on essaye d'expliquer comment des masses aussi importantes se forment par des explosions de supernovae. Il faut ajuster des paramètres, beaucoup de paramètres dans les modèles d'explosions de supernovae qui produisent par effondrement gravitationnel des trous noirs, donc en fin de vie d'étoiles normales, très massives initialement. Et par exemple, eh bien, on discute beaucoup actuellement de paramètres liés à la métallicité des étoiles. Quand, au fur et à mesure que les étoiles se forment, évoluent, meurent, et puis qu'il y a des nouvelles générations d'étoiles, eh bien, la métallicité augmente, c'est-à-dire le taux de métaux, d'éléments lourds dans les étoiles, qui sont formés, vous savez, par les réactions nucléaires dans les centres des étoiles au cours de leur vie, qui après sont rejetés
dans le milieu interstellaire par les explosions de supernovae. Donc petit à petit, le milieu s'enrichit en métaux. Ce qui veut dire que pour former des trous noirs aussi importants, eh bien, il faut imaginer qu'on a des étoiles supermassives qui ont explosé en supernova il y a très longtemps, au moment où l'univers était très peu enrichi en métaux. La métallicité empêchant la formation de trous noirs trop massifs. Voilà un exemple de problème astrophysique suscité par ces observations. Puis d'un autre côté, il faut expliquer les formations de ces trous noirs binaires. Il y a énormément de simulations numériques qui ont été faites partant d'un système de 2 étoiles normales qui vont exploser successivement en supernovae et former un trou noir binaire, un système de 2 trous noirs binaires qui après évolue sous forme par l'interaction gravitationnelle jusqu'à finir par fusionner. Donc si on imagine que nos trous noirs très massifs ont été formés dans l'univers très jeune, avec faible métallicité, eh bien, on imagine que là, on va avoir 10 milliards d'années de période d'évolution de ces systèmes qui seront en fait dominés par l'évolution sous forme de l'interaction gravitationnelle pendant à peu près 10 milliards d'années, jusqu'à la coalescence qui a eu lieu, comme vous le savez, il y a 1 milliard d'années. Et puis, pendant ce milliard d'années, l'onde gravitationnelle s'est propagée jusqu'à nous. Mais ces études montrent qu'il y a une phase critique dans l'évolution de ces systèmes, qui est que pour arriver à finalement coalescer, fusionner nos 2 trous noirs, il faut qu'ils soient très rapprochés l'un de l'autre, initialement. Sinon, on n'y arrive pas. On n'a pas le temps. Et alors, pour les rapprocher, eh bien, les astrophysiciens convergent sur l'idée qu'il doit y avoir une phase intermédiaire pendant laquelle les 2 trous noirs sont enveloppés d'une enveloppe commune qui est liée de débris qui viennent des explosions de supernovae précédentes et qui freine le mouvement des 2 trous noirs et donc les rapproche. Et c'est la seule façon d'expliquer, dans le cadre de ces modèles d'évolution, les observations. Et puis, on a des implications importantes pour les détecteurs aussi dans l'espace, qui vont être envoyés d'ici une dizaine d'années. Et je reproduis ici de nouveau les courbes de sensibilité des détecteurs au sol à haute fréquence et dans l'espace à basse fréquence, qui sont donc des projets que nous avons dans l'espace. Et eh bien, il se trouve que l'événement de septembre qui a été observé au sol, c'est le trait en noir qui est là, eh bien, il aurait été vu auparavant, 10 années auparavant, lorsque la fréquence du signal était beaucoup plus basse. Je vous rappelle que la fréquence augmente au cours du temps. Eh bien, cet événement aurait été vu dans les détecteurs dans l'espace s'ils avaient fonctionné à l'époque. Donc, on s'attend maintenant à ce que, pour les détecteurs dans l'espace, eh bien, il y ait des milliers de trous noirs d'origine stellaire binaire qu'on va observer, qu'on pourra résoudre individuellement, et parmi ceux-là, il y en aura des centaines qui seront vus des années après au sol, lorsque la fréquence aura augmenté, et on observera leur fusion au sol. Et les détecteurs dans l'espace pourront prévoir qu'à telle date, dans 10 ans, à la seconde près ou à la fraction de seconde près, dans telle direction, avec telle masse et tel spin, etc., on aura une coalescence observable par les détecteurs au sol. Et je voudrais peut-être terminer cet exposé, si j'ai encore 2 ou 3 minutes. 5 minutes, très bien. Je voudrais terminer cet exposé par parler d'aspects plus théoriques sur ces détections. Alors, je voudrais reprendre mon signal gravitationnel, le chirp gravitationnel, le gazouillement gravitationnel, qui est produit par la coalescence de 2 trous noirs. Donc nous avons notre phase initiale où les 2 trous noirs oscillent l'un autour de l'autre, se rapprochent, et puis finalement on a la collision et la fusion et formation d'un trou noir unique. Pour l'instant, on a 3 événements qui ont été vus. Il y a l'événement de septembre, et l'événement de septembre est très massif. Comme c'est très massif, eh bien, sa fréquence est relativement basse et finalement les détecteurs ont accès uniquement à une dizaine de rotations orbitales avant la coalescence. Pour l'événement de octobre, eh bien, en fait, il est un peu moins massif, il est situé à plus grande distance, mais on observe, comme il est un peu moins massif, la fréquence est un peu plus élevée, et on observe dans la bande de fréquence des détecteurs une vingtaine de cycles orbitaux. Et puis l'événement de décembre, du 26 décembre 2015, eh bien, est en fait très intéressant.
non pas parce qu'il est très massif et qu'on observe la coalescence, mais surtout parce qu'on observe une cinquantaine de cycles orbitaux avant la coalescence. Et ça, c'est très important pour tester notamment la relativité. Et puis, dans les observations futures de rayonnement gravitationnel produits par des fusions d'étoiles à neutrons, donc on n'a pas encore observé de fusion d'étoiles à neutrons, mais on s'attend, je vous ai montré les statistiques, on s'attend très fortement à les découvrir d'ici quelques années. Eh bien, ces systèmes sont beaucoup moins massifs, c'est de l'ordre de 1 fois la masse du Soleil pour chacune des étoiles à neutrons, et du coup, c'est à fréquence beaucoup plus élevée, et les détecteurs vont avoir accès essentiellement à cette partie-là de la coalescence, bien avant la fusion finale. Et on observera des milliers de rotations orbitales. Et ça, c'est très important parce que, en plus, l'amplitude est faible et il va falloir ressortir le signal du bruit. Et pour le faire, eh bien, on va devoir avoir un modèle très précis qui va suivre toutes ces rotations, 20 000 cycles, et de façon à avoir, par des techniques bien connues de filtrage adapté des données, eh bien, d'augmenter l'amplitude du signal et de pouvoir le détecter. Donc, on a affaire à un problème théorique intéressant, disons, qui est de savoir modéliser cette phase de spiralement du système binaire qui produit la phase spiralante dans l'onde gravitationnelle à l'aide de notre théorie de la gravitation favorite, la relativité générale. Et on a un problème très simple qui est simplement le modèle, le problème à 2 corps en relativité générale, hein, où on a simplement 2 trous noirs de masse M1 et M2 qui orbitent l'un autour de l'autre. Et il s'agit de calculer précisément l'orbite et puis les ondes gravitationnelles qui sont émises. Mais les trous noirs sont décrits non seulement par leur masse, mais aussi par leur spin. Donc en fait, il faut rajouter des spins, c'est-à-dire des moments cinétiques intrinsèques de rotation des 2 trous noirs, et donc avoir un modèle qui dépend aussi des spins. Et les effets des spins compliquent beaucoup l'image, parce qu'en fait, il y a des effets de précession, notamment le plan orbital des 2 trous noirs va précesser autour du moment cinétique total, qui est la somme du moment orbital plus des spins, et donc des effets de précession qu'il faut prendre en compte absolument pour ces détections. Alors, on aboutit à une forme théorique qui est donc la prédiction de la relativité générale pour le signal gravitationnel qui doit être observé, qui a été observé dans les détecteurs. Donc, vous reconnaissez encore notre gazouillement gravitationnel qui commence par les rotations bien avant la coalescence finale. Et puis, à un moment, l'amplitude augmente au cours du temps. Et puis, il y a la fusion. Et puis, finalement, il y a une phase de relaxation dans lequel eh bien, on a le trou noir qui vient d'être formé, qui émet encore un peu d'ondes gravitationnelles, simplement il vibre, et puis il se relâche vers un trou noir de Kerr qui va être un trou noir stationnaire, il n'émet plus d'ondes gravitationnelles. Et je vous ai dit que là, on s'attend à des tests très fins de la relativité générale pour vérifier que les théorèmes sur les trous noirs fonctionnent pour l'objet qui a été créé lors de la collision. Donc ça, ce sont des calculs numériques en bleu. La physique, la relativité numérique, c'est des énormes communautés de gens qui font des calculs par ordinateur des solutions des équations d'Einstein pour la collision de 2 trous noirs, ont réussi dans les années 2005 à obtenir le signal numérique pour la collision de 2 trous noirs. Mais ce signal est vrai jusqu'à quelques cycles avant, et puis il devient très mauvais bien avant la coalescence. D'un autre côté, il y a des méthodes théoriques qui utilisent des méthodes d'approximation en relativité générale, qu'on appelle des développements post-newtoniens, et l'école de physique théorique française a beaucoup contribué à ces calculs post-newtoniens, qui permettent de calculer le signal gravitationnel bien avant la coalescence, à l'aide de développements post-newtoniens poussés jusqu'à des ordres très élevés, et ce signal, qui est là marqué en rouge, là, si vous voulez, eh bien, il se raccorde au signal numérique qui décrit la fin, la fusion. Et finalement, eh bien, la prédiction théorique, ce qu'on appelle le patron d'ondes gravitationnelles ou gabarit d'ondes gravitationnelles, qui est utilisé dans les détecteurs pour rechercher et analyser les signaux, eh bien, est basée sur la combinaison de cette théorie post-newtonienne qui permet de décrire la phase initiale spiralante, combinée avec la phase de fusion qui est calculée numériquement. Alors, comme exemple, je vous montre ce que la collaboration LIGO-Virgo a obtenu récemment, c'est-à-dire
estimer quels sont les paramètres post-newtoniens qui rentrent dans le signal initial de spiralement avant la phase finale. Et notamment, je vous ai dit qu'il y a une des détections qui est très intéressante pour ça, c'est celle de décembre, parce qu'on a quand même pas mal de cycles, on a une cinquantaine de cycles avant la coalescence. Et donc on peut vérifier très précisément, ou reproduire très précisément, ces cycles par la théorie post-newtonienne, qui a été développée jusqu'à des ordres très très élevés, 3,5 post-newtoniens, qui correspond à une certaine puissance de V sur C, au-delà de la formule du quadrupôle. Et tous ces coefficients post-newtoniens sont mesurés par les détecteurs. Il y a certains coefficients qui sont donc connus, qui sont vérifiés être donnés observationnellement par la valeur prédite par la relativité générale. Et même des coefficients très élevés eh bien, peuvent avoir une certaine mesure. Et il ne fait pas de doute que dans l'avenir, notamment quand on va combiner les observations au sol actuelles avec les observations dans l'espace, eh bien, on va pouvoir contraindre extrêmement finement le signal gravitationnel et notamment tous ces paramètres post-newtoniens avec une très très grande précision dans l'avenir. Et puis, je vais juste terminer par, j'ai juste mentionné en quelques mots qu'on a notre théorie de la relativité générale, qui est notre théorie favorite, qui marche très très bien, mais il y a aussi des théories alternatives. Et avec le rayonnement gravitationnel, eh bien, on peut tester ces théories alternatives. Notamment, je vous avais parlé des modes de polarisation des ondes gravitationnelles, il y en a 2 en relativité générale, mais si vous avez d'autres théories, eh bien, vous avez d'autres modes possibles, et on espère tester donc, ces théories alternatives. De même que dans certains modèles, ça a été extrêmement à la mode ces dernières années, on a maintenant une théorie de la gravitation qui étend la relativité générale pour inclure la possibilité que le graviton, qui est la particule analogue au photon, mais pour l'interaction gravitationnelle, possède une masse. Et les détections récentes d'ondes gravitationnelles ont fourni une valeur supérieure à la masse du graviton, qui est relativement faible, mais ça vous donne, ça vous montre que, si vous voulez, ces détections d'ondes gravitationnelles nous permettent aussi de faire des tests de physique fondamentale sur des théories alternatives de la gravitation. Et je terminerai par cette planche de conclusion pour simplement dire que la découverte de ces ondes ouvre la voie à une astronomie nouvelle, que les prédictions pour le problème à 2 corps en relativité générale sont parfaitement reproduites par les observations et que, en particulier, ces observations nous donnent pour l'instant une preuve de l'existence, une preuve directe, disons, de l'existence des trous noirs. Et je voudrais aussi, j'ai mentionné aussi que les ondes gravitationnelles sont aussi intéressantes pour des questions, disons, plus fondamentales, disons, de physique fondamentale, notamment liées à la place de la force gravitationnelle parmi les autres interactions fondamentales, car vous savez que la force gravitationnelle a un rôle, disons, à part par rapport aux autres interactions, et notamment, elle n'est pas décrite par la mécanique quantique. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.